Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle émission de Voyage au bout de la nuit. Aujourd'hui, je vais commencer un nouvel ouvrage, c'est La marque de la bête et autres nouvelles de Rudyard, je ne sais pas si je le prononce bien, Kipling. Vous connaissez sans doute d'ailleurs cet auteur puisque c'est lui qui a écrit le livre de la jungle. Dites-moi à l'aide du hashtag VBN sur Facebook et sur Twitter si vous avez aimé d'ailleurs le dernier film. Alors, on va commencer tout de suite. Donc la première nouvelle, c'est La marque de la bête. Quelques gens tiennent à l'est de Suède la Providence, suspend son contrôle direct, l'homme y passant au pouvoir des dieux et des diables de l'Asie. S'y bornant à une surveillance occasionnelle et anodine en ce qui regarde les Anglais. Cette théorie explique quelques-unes des horreurs les plus gratuites de la vie. Elle peut à la rigueur aider à comprendre mon histoire. Mon ami Strickland de la police, qui en sait autant sur les indigènes de l'Inde que nul n'a besoin d'en savoir, pourra témoigner des faits de la cause. Dumoise, notre médecin, fut également témoin de ce que Strickland et moi, nous avons vu. La conclusion qu'il tira des faits est absolument erronée. Aujourd'hui, il est mort. Il mourut de façon assez singulière, qui a été décrite ailleurs. Lorsque Flett arriva dans l'Inde, il possédait quelques argents et un peu de terre dans les Himalayas, auprès d'un endroit appelé Dharmsala. L'un et l'autre lui avaient été laissés par un oncle, et il était venu en tirer rapport. C'était un homme de haute taille, lourd, inoffensif et sans fiel. Sa connaissance des indigènes se trouvait naturellement bornée, et il se plaignait des difficultés de la langue. Venu à cheval de son logis dans la montagne, passé le jour de l'an au chef-lieu du district, il descendit chez Strickland. La veille du jour de l'an, il eut un grand dîner au club et, chose excusable, soirée congrument arrosée. Dans une réunion de gens arrivés des quatre bouts de l'Empire, on a le droit d'être de belle humeur. La frontière nous avait envoyé de là-haut un contingent de Catch-em-Olive. Donc en gros, c'est, je vous lis en dessous, les troupes régulières, prends les tout vifs, qui n'avaient pas vu 20 visages blancs dans l'année. Gens accoutumés à faire 15 milles de cheval pour aller dîner au fort le plus proche. Au risque d'une balle de montagnard qui bérit à la place de leur rafraîchissement, ils mirent à profit une sécurité si nouvelle. En tâche de jouer à la poule avec un hérisson roulé en boule qu'ils avaient trouvé dans leur jardin, et l'un d'eux fit faire au marqueur le tour de la chambre, en le portant entre ses dents. Une demi-douzaine de planteurs étaient venus du sud et causaient, cheval avec le plus grand menteur d'Asie, lequel tâchait d'en trouver de meilleurs à toute leur histoire à la fois. Tout le monde était là, comme pour en serrer les rangs. Le compte des pertes en camarades morts ou hors de combat tombait au cours de l'année passée. Ce fut positivement une soirée très arrosée. Et je me souviens que nous chantâmes, les pieds dans la grande coupe du championnat de polo et la tête parmi les étoiles, en nous jurant mutuellement une amitié sans égale au monde. Plus tard, quelques-uns de ceux-là sont allés annexer des Birmanies, d'autres ouvrir le Soudan et se faire ouvrir eux-mêmes par les fudis lors de ce rude coup de torchon sous les murs de Suakim. Quelques-uns décrochèrent étoiles et médailles, certains se marièrent, ce qui ne leur valut rien, d'autres firent d'autres choses qui valaient moins encore. Et le reste d'entre nous demeura dans les chaînes à trimer pour remplir les bourses trop plates à force d'expériences trop courtes. Flett commença la soirée par du sherry and bitter, but du champagne à rasade régulière jusqu'au désert, celui-ci accompagné d'un capri sec, raclant la gorge et fort comme du whisky. Et il prit la bénédictine avec son café, 4 ou 5 whisky et soda pour arroser son jeu à la poule, grillade et bière à 2h30 et vieille eau-de-vie pour finir. Conséquemment, en sortant du club, à 3h30 du matin par une gelée de 14 degrés, il se mit en colère contre son cheval parce qu'il toussait et il essaya de se mettre en selle à saute-mouton. Le cheval se déroba, et moi formâmes une garde de déshonneur pour reconduire Flett chez lui.
Notre chemin traversait le bazar et passait devant un petit temple d'Hanuman, le dieu singe, divinité de marque et digne de respect. Tous les dieux ont de bons côtés, absolument comme tous les prêtres. Personnellement, je fais grand de cas à Hanuman et j'ai des bontés pour son peuple. Les grands singes gris de la montagne. On ne sait jamais quand on peut avoir besoin d'un ami. Il y avait de la lumière dans ce temple et en passant, nous pûmes entendre des voix d'hommes qui chantaient des hymnes. Dans le temple indigène, les prêtres se levèrent à toutes les heures de la nuit pour honorer leur Dieu. Avant que nous puissions l'arrêter, Flett s'était élancé sur les marches, avait allongé à 2 prêtres une claque amicale dans le dos et écrasé gravement la cendre du bout de son cigare au front de l'idole en pierre rouge. Strickland essaya de l'entraîner au dehors, mais il s'assit et lui dit solennellement « Vous voyez ça ? C'est marque de la bête. Moi qui l'ai faite, chouette, hein ?» En moins d'une seule minute, le temple s'emplit de désordre et de rumeurs, et Strickland, qui savait ce qu'il en coûte de polluer les dieux, déclara qu'il pourrait bien se passer tout à l'heure des choses. En vertu de sa situation officielle, de son séjour prolongé dans le pays et de son faible pour se mêler aux indigènes, il était, lui, connu des prêtres et ressentait quelques contrariétés. Flett s'assit par terre en refusant de bouger. Il déclara que cette vieille branche d'Hanuman faisait le plus doux des oreillers. Là-dessus, sans avertissement préalable, un homme d'argent sortit un réduit derrière l'image de Dieu. Il était entièrement nu, par ce froid mortel, et son corps brillait comme de l'argent givré. Car c'était que la Bible appelle un lépreux blanc, aussi blanc que neige. De plus, il n'avait pas le visage étant lépreux de plusieurs années et son mal étant lourd sur sa tête. Nous deux, nous nous baissions pour enlever Flett, tandis que le temple s'emplissait de plus en plus, comme si la foule eût jailli de terre, quand l'homme d'argent se glissa par-dessous nos bras, en faisant un bruit qui ressemblait exactement au miaulement d'une loutre, saisit Flett à plein corps et laissa tomber sa propre tête sur la poitrine de l'autre, avant que nous ayons pu l'arracher de là. Puis il se retira dans un coin et s'assit en miaulant. Tandis que la foule bloquait toutes les portes, la colère des prêtres avait paru très grande jusqu'au moment où l'homme d'argent toucha Flett. Cette caresse sembla les apaiser. Au bout d'un silence de quelques instants, l'un des prêtres vient à Strickland et lui dit en parfait anglais « Emmenez votre ami, il a fini avec Hanuman. » Mais Hanuman n'en a pas fini avec lui. La foule s'écarta et nous emportâmes Flett sur la route. Strickland était fort mécontent. Il dit que nous aurions dû, tous, recevoir des coups de couteau et que Flett pouvait remercier son étoile d'être sorti de là sain et sauf. Flett ne remercia personne. Il déclara qu'il voulait aller se coucher. Il était magnifiquement saoul. Nous avancions, Strickland gardant un silence rageur. Quand Flett fut pris de frissons violents et de sueur, il trouvait ces odeurs du bazar insupportables, s'indignait qu'on autorisât les abattoirs si près des logis anglais. « Est-ce que vous ne sentez pas le sang » dit Flett. Nous le mîmes enfin au lit, juste au lever du jour, et Strickland m'invita à prendre un autre whisky. Pendant que nous buvions, il parla de l'affaire du temple, et m'avoua qu'il en demeurait absolument déconcerté. Strickland a horreur de se faire mystifier par les indigènes, parce que son métier dans la vie est de maintenir sa supériorité en se servant de leurs propres armes. Il n'a pas encore réussi, mais d'ici 15 ou 20 ans, il aura fait quelques progrès. Il aurait dû nous assassiner, dit-il, au lieu de nous miauler après. Je me demande ce qu'il voulait. Je n'aime pas ça, le moins du monde. Je dis que le conseil de fabrique du temple nous intenterait, selon une vraisemblance, une action criminelle pour insulte à leur religion. Il existe dans le code pénal indien un article qui vise précisément l'offense dont Flett s'était rendu coupable. Strickland déclara qu'il serait trop heureux
de le voir prendre pareille mesure et qu'il le souhaitait vivement. Avant de partir, je regardai dans la chambre de Flette et le vis couché sur le côté droit. Il se grattait le sein gauche. Puis, je gagnai mon lit, transi, morose et mal en point, sur le coup de 7 heures du matin. À 1 heure, je me rendis à cheval à la maison de Strickland pour m'enquérir du mal aux cheveux de Flette. Je me doutais qu'il en avait un sérieux. Flette déjeunait, il avait l'air souffrant. Il était très en colère. Il injuriait le cuisinier qu'il n'avait pas donné sa côtelette saignante. Un homme qui peut manger de la viande crue après une nuit arrosée, c'est un phénomène. Je le dis à Flette, qui se mit à rire. Vous élevez de drôles de moustiques dans ces parages. Ils m'ont lardé vif. Mais rien qu'à un endroit. Voyons la morsure, dit Strickland. L'enflure a dû tomber depuis ce matin. Pendant qu'on préparait les côtelettes, Flette ouvrit sa chemise et nous montra juste au-dessus du sein gauche une marque reproduction exacte des rosettes noires qu'on voit sur une peau de léopard. 5 ou 6 taches disposées en rond. Strickland regarda et dit « Ce n'était que rose ce matin, c'est devenu noir à présent. » Flette courut à une glace. « Par Jupiter, dit-il, voilà qu'il est vilain. Qu'est-ce que cela peut bien être ?» Nous ne pûmes répondre. Les côtelettes arrivaient à ce moment, rouges et juteuses, et Flette en enfourna 3 de la manière la plus révoltante. Il mangeait en se servant seulement des molaires de gauche, avec un mouvement de tête par-dessus l'épaule droite, en même temps qu'il portait la viande à sa bouche. Lorsqu'il eut fini, il perçut tout à coup l'étrangeté de sa conduite, car il dit en manière d'excuse « Je ne crois pas avoir jamais eu si faim de ma vie. J'ai dévoré comme une autruche. » Après le déjeuner, Strickland me dit « Ne vous en allez pas, restez ici et passez la nuit. » Attendu que ma maison se trouvait à moins de 3 milles de celle de Strickland, cette prière me parut absurde. Mais Strickland insista, et il allait dire quelque chose quand Flette l'interrompit en déclarant d'un air honteux qu'il se sentait faim de nouveau. Strickland envoya un homme chez moi. Il alla chercher ma literie et un cheval, puis nous descendîmes tous les 3 vers les écuries pour passer le temps jusqu'à l'heure de la promenade. Quand on a le goût des chevaux, on ne se lasse jamais de les regarder. Et 2 hommes à tuer le temps de cette manière font bon échange de mensonges et d'informations. Il y avait 5 chevaux dans les écuries et je n'oublierai jamais la scène qui se produisit, comme si nous essayions de l'examiner. Ils semblaient devenus subitement enragés. Ils pointaient avec des hennissements aigus, manquaient d'arracher leurs piquets, suant, tremblants, écumant en proie à tout l'affolement de la peur. Les chevaux de Strickland le connaissaient aussi bien que ses chiens, ce qui rendait le fait le plus curieux encore. Nous quittâmes les écuries dans la crainte de voir s'abattre les bêtes en panique, puis Strickland revint sur ses pas pour m'appeler. Les chevaux, encore effrayés, se laissèrent nonobstant flatter, caresser, et se cachèrent la tête sur notre poitrine. « Ce n'est pas de nous 2 qu'ils ont peur, dit Strickland. Savez-vous, eh bien, je donnerai 3 mois de solde pour entendre Outrage parler en ce moment. » Mais Outrage resta muet et se contenta de se blottir contre son maître et de souffler par les naseaux, selon la coutume des chevaux, lorsqu'ils veulent expliquer des choses sans pouvoir y parvenir. Flette revint vers nous, tandis que nous étions dans la salle, et dès que les chevaux l'aperçurent, leur terreur reprit de plus belle. C'est tout au plus si nous pûmes nous tirer de là sans recevoir des coups de pied. Strickland dit « Ils n'ont pas l'air de vous aimer, Flette. » « Quelle bêtise, dit Flette. Ma jument me suit comme un chien. » Il se dirigea vers elle, elle occupait un box, mais au moment où il poussa le verrou, elle fit un saut de mouton, le culbuta et s'échappa dans le jardin. Je me mis à rire, mais Strickland, lui, ne semblait pas goûter de la plaisanterie. Il prit sa moustache à 2 points et la tira presque là à l'arracher. Quant à Flette, au lieu de courir après son bien, il bâilla en déclarant qu'il se sentait l'envie de dormir. Il rentra se coucher, singulière façon, à vrai dire, de passer le jour de l'an.
Strickland s'assit près de moi dans l'écurie et me demanda si je discernais quelque chose de particulier dans les manières de Flett. Je répondis qu'il mangeait comme une bête, mais que ce pouvait être le résultat de sa vie solitaire dans la montagne, loin de toute société raffinée et supérieure du genre de la nôtre, par exemple. Strickland continua à ne pas me trouver plaisant. Je crois qu'il m'écouta car la phrase suivante avait rapport à la marque sur sa poitrine. Je hasardai que cela pouvait provenir des mouches vésicantes, à moins que ce fût un signe congénital, latent jusqu'alors, et qui se montrait pour la première fois. Nous convîmes, tous les deux, que c'était peu agréable à regarder, et Strickland trouva l'occasion de me traiter d'idiot. Je ne peux pas vous exprimer ce que je pense en ce moment, déclara-t-il, parce que vous me jugeriez aliéné, mais il faut que vous demeuriez avec moi pendant quelques jours. J'ai besoin de votre aide pour garder Flett, mais ne me dites pas votre opinion jusqu'à ce que je sois fixé. Moi, je dîne en ville, lui dis-je. Moi aussi, dit Strickland, et Flett pareillement. Du moins, il ne change pas d'avis. Nous fîmes un tour dans le jardin en fumant, mais sans parler. Nous étions intimes et gâtés le bon tabac. Et causer gâte le bon tabac. Jusqu'au moment où nos pipes s'éteignirent, alors nous allâmes réveiller Flett. Il était tout réveillé déjà, car il se promenait avec agitation dans sa chambre. « Dis donc, je voudrais des côtelettes, dit-il. Est-ce possible ?» Nous répondîmes en riant. « Allez vous habiller. Les poneys seront là dans un instant. » « Très bien, dit Flett. Je sortirai quand j'aurai eu les côtelettes. Saignantes, n'est-ce pas ?» Il semblait y tenir. Il était 4 heures. Nous avions déjeuné à 1 heure. Malgré quoi, longtemps encore, il demanda des côtelettes saignantes. Puis il se mit en tenue de cheval et sortit sous la véranda. Son poney, on n'avait pas rattrapé la jument, ne voulut pas se laisser approcher. Les 3 chevaux étaient intraitables, fous de terreur. Et Flett finit par dire qu'il allait rester à la maison et demander quelque chose à manger. Strickland et moi partîmes à cheval fort perplexes. Comme nous passions devant le temple Hanuman, l'homme d'argent sortit et miaula derrière nous. « Ce n'est pas un des prêtres réguliers du temple, dit Strickland. Je crois que j'aimerais tout particulièrement lui mettre la main dessus. » Notre galop, sur l'hippodrome, manqua d'élasticité. Les chevaux n'avaient pas de nerfs et semblaient fourbus. Cette alerte après le déjeuner les a claqués, dit Strickland. Ce fut la seule remarque qu'il fit pendant le reste de la promenade. Une fois ou deux, je crois, il jura tout bas, mais cela ne compte pas. Nous rentrâmes à 7 heures. Il faisait noir. Aucune lumière, cependant, n'apparaissait dans les bungalows. Quelque fainéante brute que mes domestiques, dit Strickland, mon cheval se cabra devant un objet gisant en travers de l'allée carrossière, et Flett se dressa sous son nez. « Qu'est-ce que vous faites à ramper dans le jardin ?» demanda Strickland. Mais les 2 chevaux s'emballèrent et faillirent nous jeter bas. Nous mîmes pied à terre auprès des écuries et retournâmes vers Flett, qui était à 4 pattes sous les orangers nains. « Que diable vous prend-il » demanda Strickland. « Rien du tout, répondit Flett, en parlant très vite et la voix pâteuse. « J'étais à jardiner la botanique, vous voyez ? Délicieuse cette odeur de terre. Je crois que je vais aller me promener. Une longue promenade toute la nuit. » Je me rendis compte alors que quelque chose clochait pour de bon. Et je dis à Strickland, « Je ne dînerai pas en ville. »« Dieu merci, dit Strickland. Voyons, Flett, relevez-vous. Vous allez prendre de la fièvre ici. Venez dîner et faisons allumer les lampes. » Flett se releva à contre-cœur et dit, « Pas de lampe, on est beaucoup mieux ici. Dînons dehors et demandons encore des côtelettes, et saignantes, de la chair rouge qui craque. » Or, les nuits en décembre, dans l'Inde septentrionale, sont glaciales, et la proposition de Flett était celle d'un dément. « Rentrez, dit Strickland. Rentrez tout de suite avec nous. » Flett s'en vint, et quand on eut apporté les lampes, nous vîmes qu'il était littéralement crépi de boue de la tête aux pieds. Il devait s'être roulé dans le jardin. Il fit la lumière et rentra dans sa chambre. Une flamme verte y transparaissait.
si je puis dire, qui n'étaient point leur lumière propre, et la lèvre inférieure pendait. Strickland dit « Il y aura du grabuge, quelque chose de sérieux ce soir. Ne changez pas de vêtements. » Nous attendîmes indéfiniment la réapparition de Flett, et commandâmes le dîner entre-temps. Nous pouvions l'entendre aller et venir dans sa chambre, mais il n'avait pas de lumière. Tout à coup, s'éleva de la chambre le hurlement prolongé d'un loup. On écrit ou l'on raconte que le sang de glace ou que les chevaux se dressent et autres clichés de ce genre. L'une et l'autre sensation sont trop horribles pour en plaisanter. Mon cœur s'arrêta cloué d'un coup de couteau et Strickland devint aussi blanc que la nappe. Le hurlement se répéta et au loin, à travers les champs, un autre hurlement lui répondit. Strickland s'élança dans la chambre de Flett. Je suivis et nous aperçûmes Flett sur le point de sauter par la fenêtre. Il faisait des bruits bestiaux du fond de la gorge. Il ne put pas répondre aux phrases que nous lui crions. Il bavait. Je ne me rappelle pas bien ce qui suivit, mais je crois que Strickland dut l'étourdir d'un coup de tire-botte, sans quoi je n'aurais jamais pu m'asseoir sur sa poitrine. Flett ne pouvait pas parler. Il ne pouvait que grogner et ses grognements étaient ceux d'un loup et non d'un homme. Son âme humaine devait avoir fléchi peu à peu durant toute la journée, pour s'évanouir avec le crépuscule. Nous avions affaire à une bête qui avait été Flett autrefois. L'aventure défilait, toute expérience humaine et rationnelle. Je voulus prononcer le mot d'hydrophobie, mais le mot s'étrangla dans ma gorge parce que je savais que je mentais. Nous attachâmes la bête avec les courroies du cuir de punka, puis nous lui liâmes ensemble les pouces et les orteils et lui fîmes un bâillon d'une corne à chausser. Cela fait un excellent bâillon pour peu qu'on sache s'en servir. Puis, l'ayant transporté dans la salle à manger, nous envoyâmes un homme chez Dumoise, le docteur, pour lui enjoindre de venir sur le champ. Après avoir expédié le messager, comme nous reprenions haleine, Strickland dit « À quoi bon un médecin n'y fera rien ?» Je savais moi aussi qu'il avait raison. La bête était libre, et elle jetait de la côte de l'autre. En rentrant dans la pièce, on aurait cru à l'odeur que nous préparions une peau de loup. C'est le plus répugnant détail dont je me souvienne. Strickland s'assit le menton dans la paume de la main, considérant la bête qui se tordait sur le plancher, mais sans rien dire. La chemise s'était déchirée dans la lutte et laissait voir la marque, la rosette noire sur le sein gauche. Elle se détachait en relief, maintenant, comme une ampoule. Dans le silence de notre veille, nous entendîmes quelque chose miauler dehors comme une femelle de loutre. Nous nous dressâmes sur nos pieds, et j'en réponds pour moi-même, sinon pour Strickland, une nausée me souleva le cœur à la lettre. Dumoise arrivait, et jamais je ne vis un petit homme monter surprise moins professionnelle. Il déclara que c'était un cas navrant d'hydrophobie et qu'il n'y avait rien à tenter. Du moins, les palliatifs ne seraient que prolonger l'agonie. La bête écumait à la bouche. Flett, comme nous le dîmes à Dumoise, avait été mordu 1 ou 2 fois par des chiens. Pour peu qu'on possède une demi-douzaine de terriers, on doit s'attendre à un coup de dent un jour ou l'autre. Dumoise ne pouvait nous apporter aucun secours. Il n'était bon qu'à certifier que Flett mourait de la rage. La bête, à ce moment, recommençait à hurler, car elle avait réussi à rejeter la corne à chausser. Dumoise se déclara prête à confirmer la cause de la mort. C'était un brave petit homme et il s'offrit à rester avec nous. Mais Strickland refusa ce service. Il tenait pas à gâter le jour de l'an de Dumoise. Il lui demanderait seulement de livrer au public la véritable cause de la mort de Flett. Là-dessus, Dumoise nous quitta. Tout bouleversé, et aussitôt que le bruit des roues de la charrette se fut éteint dans l'éloignement de Strickland, à mi-voix, me fit part de ses soupçons.
Ils étaient si follement improbables qu'il n'osait pas les formuler tout haut. Et moi, qui tombais généralement d'accord avec toutes les théories de Strickland, je me sentais si honteux de leur donner crédit que je fis semblant de protester. Même si l'homme d'argent avait jeté un sort à Flett pour avoir pollué l'image d'Hanuman, le châtiment n'aurait pas pris un effet si rapide. Comme je murmurais cela, le cri au dehors s'éleva de nouveau, et la bête se débattit dans un nouvel excès, au point que nous eûmes peur de voir céder les liens qui la garrottaient. Faites attention, dit Strickland. Si cela se produit 6 fois, je prends la loi sur moi. Je vous ordonne de m'aider. Il entra dans sa chambre et en ressortit au bout de quelques minutes avec les canons d'un vieux fusil de chasse, un morceau de ligne, de pêche, de la ficelle solide et son bois de lit massif. Je lui dis que les convulsions avaient suivi le cri de 2 secondes chaque fois que la bête s'affaiblissait visiblement. Strickland murmura. « Mais la vie, la vie. » « Il ne peut pas prendre cela, » je dis consciemment malgré tout de plaider contre moi-même. « Ce doit être un chat. » « Ça ne peut être qu'un chat. Si l'homme d'argent est responsable, comment ose-t-il venir ici ?» Strickland attisa la braise dans l'âtre. En enfonçant les canons de fusil au plus ardent du foyer, étendit la ficelle sur la table et cassa une canne en 2. Il y voyait là un mètre de ligne de pêche, emboyant recouvert d'un fil de laiton, du modèle usité pour la pêche aux mâchères, et il en assembla les 2 bouts en nœuds coulants. Puis il dit « Comment s'emparer de lui ? Il importe de le prendre vivant et sans blessure. » Je répondis qu'il fallait s'en remettre à la Providence et nous dissimuler en silence, armés de maillets de polo dans le massif d'arbustes devant la maison. L'homme ou l'animal qui émettait le cri circulait évidemment autour du bungalow avec la régularité d'un veilleur de nuit. Notre tactique consisterait à l'attendre dans le taillis jusqu'à ce qu'il s'approchât, puis à le terrasser. Strickland adopta le plan que nous glissâmes par une fenêtre des salles de bain dans la véranda principale et de là en traversant l'allée parmi les buissons. Au clair de lune, nous vîmes le lépreux tourner l'angle de la maison. Il était entièrement nu et de temps en temps il miaulait et s'arrêtait pour danser avec son ombre. Cela formait un spectacle peu attrayant et, pensant au pauvre Flett, réduit à pareille dégradation par un être aussi abject, je refoulai mes scrupules et résolus d'aider Strickland depuis les canons de fusil rougis jusqu'aux nœuds coulants. Des reins à la tête et de la tête aux reins, sans rien épargner des tortures qui pourraient être nécessaires. Le lépreux fit halte un instant sous le porche de l'entrée et nous sautâmes dessus avec nos bâtons. Il était doué d'une force étonnante et nous eûmes peur de le voir s'échapper ou recevoir un coup mortel, de tomber entre nos mains. Nous imaginions qu'un lépreux devait être frêle et de constitution, notion erronée, comme il fallut le reconnaître. Strickland fit perdre l'équilibre d'un coup de travers dans les jambes et je lui mis mon pied dans la gorge. Il miaulait hideusement et même à travers mes bottes de cheval, je pouvais sentir que sa chair n'était point celle d'un homme sain. Il tentait de nous frapper avec les moignons de ses bras et de ses jambes. Il fallut lui passer la mèche nouée d'un fouet de chien par-dessus les aisselles et le traîner à reculons dans le hall, puis de même dans la salle à manger, où gisait la bête. Je vais m'arrêter là, en tout cas pour cette émission, mais retrouvez-moi tout de suite dans la prochaine pour continuer cette histoire. En attendant, je souhaite une très bonne nuit à ceux qui se couchent et une très bonne journée à ceux qui se lèvent. À très vite.